Actualitate politică franceză. Répondre à tout, y compris à l'intégralité des choses totalement fausses que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. Si. Assumez-le, c'est tout. Assumez-le, Madame Le Pen. C'est quand même assez malhonnête, Monsieur Macron. Non mais d'accord. Aïe, aïe, aïe. Non, mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron. Le rôle de la France, c'est, comme nous l'avons fait depuis le début, d'abord de soutenir l'Ukraine. De soutenir en aidant les Ukrainiens avec des équipements de défense et des équipements aussi pour combattre, pour ne pas que Kiev tombe. Et de progressivement ramener la Russie à la raison pour d'abord cesser le feu, puis libérer le territoire ukrainien. L'aide à l'Ukraine, oui bien sûr. L'aide humanitaire à l'Ukraine, oui bien sûr. L'aide financière à l'Ukraine, oui bien sûr. La seule sanction avec laquelle je suis en désaccord, c'est le blocage de l'importation du gaz et du pétrole russe. Ça n'est pas ce qui fera du mal en réalité à la Russie. Surtout, ça va faire énormément de mal au peuple français. Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait pourquoi? Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français. J'ai été obligée d'aller faire un prêt à l'étranger parce que aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. Moi, je dis aux entreprises, voilà, si vous augmentez de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, eh bien, je gèlerai les cotisations patronales subséquentes. La mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne des Français. Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires. Vous n'augmentez pas de 10% les salaires. Je ne voudrais pas que nos compatriotes qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye pensent qu'un président ou un présidente de la République puisse décider de ce qui est sur la feuille de paye. J'ai dit très clairement qu'il s'agissait d'une incitation auprès des entreprises. Donc il n'y aura pas d'augmentation de 10%. Je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons. Je vous donne pas de leçons. Je connais le numéro par cœur. Ne me faites pas, Madame Le Pen. Les 600 milliards d'euros de dette, c'est 200 milliards de la partie État. Le reste, c'est la sécurité sociale et les collectivités locales. Pourquoi? Parce que comme les gens ne pouvaient plus travailler, on n'a pas prélevé leurs cotisations, figurez-vous. Vous auriez fait quoi? J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC. Et j'ai à la fois un bilan, mais je veux aller beaucoup plus vite. Je veux aller 2 fois plus vite dans le quinquennat qui vient. C'est pourquoi, première chose que je fais, c'est que je mets un Premier ministre qui est en charge de cette politique. Je vais répondre à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je ne suis absolument pas climato-sceptique en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes. J'ai donc conçu l'intégralité de mon projet autour du localisme, autour de la relocalisation des productions. Ça veut dire aussi que l'État doit assumer cette responsabilité. Et assumer cette responsabilité, c'est mettre en place le patriotisme économique. Oui à la transition, bien sûr, il faut qu'il y ait une transition, mais il faut qu'elle soit évidemment dans le temps, beaucoup moins rapide que ce qu'on impose aux Français pour leur permettre de pouvoir y faire face. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures.
vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. D'une question sur le voile, vous êtes passé au terrorisme pour revenir à l'islamisme et pour aller aux étrangers. Et vous créez un système d'équivalence par votre cheminement qui confond tous les problèmes et qui les entretient. La question du voile, c'est la question d'une religion. La laïcité, ça n'est pas combattre une religion. Et donc avec moi, il n'y aura pas l'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Parce que le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. En tant que Français qui, malgré la fatigue et la lassitude de l'assimilation... Notre président candidat, il a été efficace, réaliste, pragmatique et responsable. Vous les avez quand même maltraités avec des mots qui étaient... Là aujourd'hui, elle est vraiment, comme elle disait, prête à gouverner, mais c'est tout à fait royal. Parce qu'elle se défend, tout son programme est carré, et Macron qui essaye de la noyer par ses questions et de lui faire perdre pied, alors là c'est plutôt lui qui est mal à l'aise avec ses mensonges et puis à essayer de la couper sans cesse. Le président candidat a un programme qui s'appuie sur des réalités, des éléments qui ont été construits. Après, on peut toujours dire qu'on va créer 10 000 postes de médecins, on va créer 10 000 postes d'infirmières. C'est techniquement totalement impossible étant donné les délais de formation qui ne pourront être réalisés que dans 5 ans. Répond Marine Le Pen. Elle reste calme, elle garde de la hauteur, elle a la stature d'une présidente, franchement, et elle ne se laisse pas du tout entraîner dans les mensonges de M. Macron. Sa position sur le voile me gêne beaucoup. Je trouve que c'est très dérangeant pour tout. Moi, je suis directrice d'école et donc j'ai beaucoup de mamans d'élèves qui sont voilées et qui nous accompagnent d'ailleurs dans les sorties. Et je me demande, je pense à elles à ce moment-là. À l'instant même, je pense à elles. Je me dis, qu'est-ce qu'elles vont comprendre quand elles vont regarder ça? Elles sont françaises, mes élèves sont français, leurs mamans sont françaises. Et là, quelque part, Marine Le Pen les met de côté. Et moi, ça me dérange vraiment. Et c'est pas du tout la France que je veux. On débat, pour l'avant-match, Philippe, mais quant à l'après, eh bien, il fut rigoureusement dans la même veine. Sur BFM TV, Maxime Switek a cherché à savoir qui l'avait emporté. C'est la question ce soir après ce débat. Y a-t-il un vainqueur après ces 2h50 de débat? Et l'éditorialiste politique de la chaîne, Amandine Atalaya, lui a répondu en filant tout naturellement la métaphore sportive. Là où Emmanuel Macron, lui, était sur chaque balle ce soir et n'a jamais rien laissé passer. Et donc finalement, il s'est imposé en termes au moins de présence ce soir. Alors vous aurez remarqué, Philippe, le glissement sémantique de la boxe au tennis. Oui. Glissement est entendu aussi sur LCI dans la voix de Renaud Pilat au moment où il commentait la prestation de Marine Le Pen. Je vais vous dire, elle reste en fond de cours, elle ne monte pas au filet. C'est unanime, paraît que c'est Marine Le Pen qui a perdu. Effectivement, une Marine Le Pen assez passive qui s'est laissée dominé physiquement par Emmanuel Macron. Mais qu'Emmanuel Macron a péché par excès d'assurance, ça c'est Bruno Jeudi qui me l'a dit. Il y a eu des plans de coupe qui montraient un Emmanuel Macron un peu limite, se moquant un peu de son adversaire. Bref, d'après les commentateurs politico-sportifs, ce fut donc un match qui opposa l'arrogance à l'incompétence. Oui, je ne suis pas sûr, Philippe, qu'il soit si simple de dire qui a gagné. Car hier soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont en fait parlé à deux France extrêmement différentes. On a l'impression que dans votre vision, tout s'arrête en fait aux grandes villes. À deux catégories d'électeurs qui ne se ressemblent en rien. N'essayez pas d'opposer les villes aux champs. Or, tous ceux qui nous régalent de leurs commentaires et de leurs analyses fines appartiennent tous à la même catégorie, celle qui souffre moins que les autres et qui vote bien évidemment contre les profiteurs de haine. Seulement voilà, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, aucun de ces commentateurs inspirés n'avait parié le plus petit copec sur la victoire de Trump ou sur celle du oui au Brexit. Et pourtant, il convient donc peut-être de regarder ce débat avec un peu moins de certitude. Enfin, pour terminer, Philippe, je voudrais vous faire entendre ici une petite phrase qui m'a semblé la plus révélatrice de la soirée d'hier. C'est le directeur de la rédaction du Figaro, Guillaume Tabar, qui l'a prononcé sur LCI. Eh bien, il me semble que la dédiabolisation a franchi une étape supplémentaire ce soir. On avait l'impression que c'était un débat entre deux candidats normaux. Eh oui, il a trouvé la candidate d'un parti naguère totalement infréquentable et avec lequel Jacques Chirac avait catégoriquement
refuser de débattre, normal. Et comme les autres, ça n'est pas encore une victoire politique, mais c'est déjà une sacrée victoire médiatique. Rapidement, qu'est-ce qui vous a frappé pendant ce débat? Dan? Eh bien, Marine Le Pen s'est présentée comme la future, peut-être, présidente du pouvoir d'achat, et elle a vraiment embrassé la thématique de la porte-parole de tous les Français les plus précaires ou les moins aisés. C'est quand même assez frappant. On va développer tout ça. Alors, Amélie? Pour moi, en fait, j'ai été surprise par la superficialité de l'approche des questions écologiques, avec d'un côté une Marine Le Pen qui a pour seule réponse à la baisse des émissions de gaz à effet de serre la fermeture des frontières, et puis Emmanuel Macron qui ne développe pas de vision générale en fait sur comment passer à une économie qui serait moins émettrice de gaz à effet de serre. Marine? Alors ce qu'on a vu, c'est que depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, l'équipe de Marine Le Pen nous racontait qu'elle avait appris de ses erreurs de 2017, qu'elle avait trahé ses dossiers, qu'elle avait la stature d'une femme d'État, comme le vantaient ses affiches. On a quand même vu beaucoup d'approximations, beaucoup d'hésitations, et ça reflète aussi son entourage, qui finalement n'est pas aussi compétent et solide qu'on pourrait le penser, et pas aussi solide que d'autres équipes de candidats. Puis l'autre chose qui, je crois, nous a frappé au journal, c'est à quel point Emmanuel Macron ne l'a pas attaqué sur son appartenance à l'extrême droite, sur l'histoire du Front National. Et ça a été beaucoup dit d'ailleurs dans l'équipe de campagne de Marine Le Pen, chez ses partisans, qu'il s'attendait finalement à beaucoup d'attaques sur l'histoire du Front National, sur les saillies de Jean-Marie Le Pen. Et il y en a même un qui a dit, un membre de l'équipe de campagne, on s'attendait à être assailli par des arguments moraux. Ça n'a pas été le cas. C'était un peu déstabilisant. Celui qui appelle à faire barrage a finalement l'air de dire que Marine Le Pen est respectable. Stratégie depuis le tout début de la campagne, c'est-à-dire qu'il disait qu'il n'allait pas aller sur le terrain de la moralisation et que l'idée c'était de mener projet contre projet. Et effectivement, il ne l'a pas attaqué sur l'histoire du parti, il en a fait référence mais vraiment à la toute fin du débat en disant qu'il combattait ses idées, son parti et son histoire, mais que il l'a respecté, et d'ailleurs que leur désaccord était sincère mais respectable. Il n'a pas parlé de racisme, il n'a pas parlé de xénophobie, il a évoqué de façon très détournée la question de la priorité nationale, préférence nationale, elle a un peu rebaptisé ça, qui est quand même la pierre angulaire de son projet et qui vraiment différencie en fait la candidate d'extrême droite de tous les autres candidats et candidates républicains ou républicaines, et ça il l'a balayé en fait au détour d'une discussion sur l'Europe et la question des travailleurs détachés. Qu'est-ce que ce débat nous a permis de comprendre, de voir de ces deux candidats ? En fait, ce qui nous a le plus marqué avec Lucie Delaporte, qui couvre l'extrême droite, c'est que ce débat, pendant 3 heures, près de 3 heures, a fait ressurgir en fait la nature profonde des deux candidats qualifiés au second tour. C'est-à-dire, pour elle, ce que disait Marine, c'est-à-dire une forme d'impréparation absolue, d'incompétence. Alors sur les réseaux sociaux, ça se résumait assez vite par elle est nulle. Et lui, adversaire d'extrême droite, on dit il est arrogant, c'est beaucoup ressorti comme phrase, mais de fait, et dans sa gestuelle, et dans la façon qu'il avait de lui répondre, quelqu'un qui a toujours une réponse à tout. Par exemple, elle propose d'exonérer d'impôt sur le revenu les Français de moins de 30 ans. Je crois que tout simplement, constitutionnellement, c'est pas possible parce qu'il faut traiter avec égalité les citoyens français. Des gens qui ont le même revenu, qu'ils aient 30 ans ou 31 ans, si tout à coup on enlève l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, il y a un problème d'égalité. Autre point, la TVA, donc par exemple, elle a proposé de baisser à 5,5% la TVA sur l'essence. Très bien, sauf que c'est pas du tout le président ou la présidente française qui peut imposer ça tout seul. C'est des mesures de fiscalité qui nécessitent l'accord de tous les chefs d'État de l'Union européenne. Donc en fait, elle sait très bien qu'elle ne peut pas le faire. Ce ne sera pas une mesure en faveur des plus défavorisés. Les gens qui roulent le plus, qui utilisent le plus d'essence et donc qui bénéficieront le plus de cette baisse de la TVA, c'est les riches. Apparemment, ils commencent à stresser, les Macronos. Le vote Union Populaire, évidemment, c'est un réservoir de voix considérable, sauf que Macron a tellement énervé tout le monde pendant 5 ans que c'est un vote qui va être difficile à aller chercher. Regardez cette enquête publiée dans l'Express. Ceux qui ont voté Mélenchon sont très divisés. Il y a un tiers qui veut s'abstenir, un tiers qui veut voter Macron et un tiers qui veut voter pour la Le Pen. Bon, l'enquête, elle est à prendre avec des pincettes. Elle prend en compte que les enquêtés certains d'aller voter et fixés sur leur choix. Mais il y en a quand même qui veulent aller voter Le Pen. C'est dingue. C'est quoi ça ?
Qu'est-ce qui va pas chez vous là? Oui, Macron c'est pareil que Le Pen, de toute façon. Bah alors, vous aimiez déjà pas Macron, pourquoi vous aimeriez Le Pen? Alors il y en a pour qui ce serait une stratégie. L'idée c'est soit de faire élire Le Pen pour stimuler le mouvement social, ou alors de se dire que si elle est élue, de toute façon elle aura pas la majorité à l'Assemblée et ce sera bien fait pour Macron. Alors excuse-nous, Sun Tzu, l'art de la guerre pour les nuls, mais quand tu votes pour l'extrême droite et que tu élis l'extrême droite, à la fin au pouvoir ce que t'as c'est l'extrême droite. Hein, faut pas chercher plus loin, Machiavel. Quand l'extrême droite gagne l'appareil d'État, l'extrême droite se sert de tous les outils de l'État pour justement réprimer toutes les manifs, museler toutes les oppositions, y compris celles de l'Assemblée. Les équipes de Le Pen, des néo-nazis, d'anciens du GUD, des gars avec des tatouages chelous, vont prendre progressivement le contrôle de l'administration, de la diplomatie, des préfectures, de la police. Ils vont démanteler la justice, s'attaquer à la presse, aux intellectuels, aux syndicats, bref à tout ce qui ressemble plus ou moins à un contre-pouvoir. C'est le principe du fascisme. Macron il ignore, il méprise, il court-circuite les corps intermédiaires, mais il les a pas tous démantelés.